Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. Et alors qui s'apprête à être midi sur Sud Radio, merci de nous accompagner, merci de nous suivre, merci d'être de plus en plus nombreux à nous écouter. On va prendre le temps, comme durant toute cette période d'été, entre midi et midi 30, de s'arrêter sur quelque chose qui fait énormément parler. Et depuis quelques heures maintenant, c'est ce qui fait la une quand même de beaucoup de quotidiens, ou qui est en tout cas un décès qui pose énormément de questions. C'est celui de Daniel Syad, qui était le rabatteur présumé de Jeffrey Epstein, le nom de ce milliardaire pédocriminel qui avait réussi à tisser un réseau, bien sûr, de trafic sexuel, d'argent, de puissance, et qui avait ému, étonné, choqué le monde entier. Et on va en parler aujourd'hui avec Anthony Mansuy. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce midi. Vous êtes journaliste à Society, auteur de Epstein, la grande enquête de Society. C'est en 2 épisodes et vous l'avez coécrit avec Emmanuel Andréani. Peut-être pour tous ceux qui nous écoutent, je sais pas, qui sont entre un bout de melon, un bout de jambon ou sur la route des vacances, est-ce qu'on peut tout simplement recontextualiser d'abord l'affaire Epstein? Pourquoi a-t-elle provoqué une telle onde de choc dans le monde entier? C'est une affaire où l'on décrit un réseau de pédocriminalité organisé à l'échelle mondiale, avec en son cœur, en son centre plutôt, une sorte de gravité même, un homme qui s'appelle Jeffrey Epstein, qui possédait, parce qu'il est mort en 2019, des maisons en Floride, dans une île du Pacifique. À New York et en France, à Paris, avenue Foch. Et donc de choc, elle a été provoquée parce que il était question d'une liste de clients très puissants, très riches, secrète, que Epstein aurait, si vous voulez, emmené avec lui dans la tombe, quoi. Et depuis, se pose la question de qui sont ces gens, qui sont ces puissants qui gravitaient autour de lui, et est-ce qu'il profitait aussi de ses faveurs sexuelles avec des enfants. Sachant que dans votre enquête de Society que vous avez coécrit avec Emmanuel Andréani, vous revenez notamment sur des profils qui n'étaient peut-être pas à la une de certains grands médias, mais qui ont joué un rôle clé dans, disons-le, le système Epstein. Il y a notamment Jean-Luc Brunel, et il y a l'homme qui est décédé hier, qui s'appelle Daniel Syad. Quel était concrètement le rôle de ces deux personnalités qui, il faut le dire, avaient également un rôle majeur en France, sur notre sol? Bien sûr. En fait, ce qu'il faut comprendre, et ce qu'on a compris en fait en enquêtant sur cette affaire, c'est que en réalité, le trafic sexuel, il prédate largement Jeffrey Epstein. Ça date des années 80 et ça se passe toujours et systématiquement dans l'industrie du mannequinat. Dans le mannequinat, à partir des années 80, il y a une révolution qui se produit où disons que ces petites entreprises, des agences, qui étaient des petites entreprises familiales gérées par des femmes, un peu des mères poules si vous voulez, sont reprises les unes après les autres par des hommes, hommes puissants qui font une sorte de révolution dans l'industrie à 2 titres. D'abord en ramenant un peu du clinquant, en cherchant le modèle des supermodèles et en créant, si vous voulez, une sorte d'industrie parallèle, parce qu'il y a toujours eu la vraie industrie de la mode, du mannequinat, avec les défilés, les shootings, les couvertures et tout. Et à partir de ce moment-là, il y a une deuxième industrie qui se crée là-dessous, qui est une industrie de trafic d'êtres humains, où ces jeunes femmes qui sont parfois aussi jeunes que 14 ans, sont acheminées vers des hommes dans des soirées, en fait. En réalité, des soirées qui sont organisées par les industries, par les agences, dans des clubs parisiens, par ces hommes-là, principalement Jean-Luc Brunel, qui est un des plus grands, si vous voulez. C'est comme un immense agent, c'est ça, de mannequin. C'est un des plus grands agents de la place parisienne, et c'est aussi quelqu'un qui disons, est très à la fois dans la fête, à la fois dans le repérage permanent. Et lui, sa place, elle est centrale, et il rencontre Epstein dans les années 80, 90, dans un avion par hasard, et les deux deviennent amis immédiatement. Et donc ça, c'est une relation qui s'est créée, qui a duré une vingtaine d'années jusqu'à ce qu'ils se disputent. Et ça a vraiment été le rabatteur, je ne sais pas si on peut l'exprimer comme ça, Anthony Mansuy, ça a vraiment été le rabatteur en chef pour Jeffrey Epstein pendant des années et des années. Alors, faut dire présumé, parce qu'il n'a pas été présumé. Et son conseil est très tatillon là-dessus. Donc on va dire présumé. Oui, il a travaillé en tout cas très étroitement, a priori, avec Epstein pendant une vingtaine d'années au moins. Et on n'arrive pas à estimer le nombre de femmes femmes et filles qu'il aurait acheminé à Epstein, mais ça se compte a priori dans les centaines.
Et Daniel Siad, l'homme dont on parle et qui est décédé lundi soir, pareil, lui c'était un model scout. Donc là, le model scout, c'est celui qui est vraiment un peu plus en bas de l'échelle, qui va dans les rues, qui va dans les... En fait, c'est un repéreur un petit peu, si vous voulez, à l'arrache comme ça, quoi. Il repère des profils, comme on entend parfois des histoires de mannequins qui ont été repérés sur la plage. C'est des gens comme Daniel Siad qui les recrute, qui les repère. Et lui, il avait un petit peu aussi en tête ce double canal, c'est-à-dire le canal officiel, c'est-à-dire qu'il a vraiment repéré des mannequins qui ont vraiment eu des carrières, mais il avait aussi Jeffrey Epstein comme client, du coup c'est parfois vers lui qu'il a cheminé ces jeunes femmes. Et ce qui est frappant peut-être avec le cas de Daniel Siad, on reviendra dans un instant sur le fait qu'en réalité la justice ne se soit pas réellement encore intéressée à lui. Je veux dire, il n'avait pas été reçu par les enquêteurs, même s'il y avait déjà des dossiers, mais en tout cas beaucoup de familles de victimes, beaucoup de responsables d'associations s'interrogent sur le rythme de la justice. Comment se fait-il que des personnalités comme Jean-Luc Brunel, comme Daniel Siad soient passées à ce point sous les radars de la justice française? Si vous voulez, il y a... Comprenez, Anthony Mansuy, je me mets à la place de tous ceux qui nous écoutent avec le système que vous décrivez, avec Jeffrey Epstein, même si notamment certains prénoms, on pense à Daniel Siad, n'ont été révélés que lorsque l'administration américaine a décidé de donner libre accès au fameux Epstein Field. Mais comment on a pu à ce point, pendant des années, avec j'imagine déjà quelques micro-signalements, quelques éléments qui avaient pu fuiter ici et là, laisser à ce point ce système se mettre en place et évoluer? Alors sur le système Epstein, c'est un peu... si vous parlez des dernières années sur Brunel et Siad, parce qu'en fait c'est vraiment deux sujets différents, le système Epstein et Brunel et Siad sur la fin, après la mort d'Epstein. Donc je vais peut-être plutôt répondre à la question d'actualité, mais on pourra largement parler de la première aussi. Sur Brunel, ils avaient mis à peu près 1 an et demi à l'interpeller. Parce que en fait c'est simple, il y avait des centaines de signalements et avant que la police disons interroge le prévenu, il faut d'abord interroger toutes les victimes, les témoins, les plaignantes, et ça a pris dans ce cas-là 1 an et demi. Ça a été d'ailleurs un petit peu accéléré par le fait qu'il a pris un aller simple pour le Sénégal et ils l'ont arrêté à l'aéroport. Pour Siad, c'était donc son nom effectivement est devenu très célèbre à partir de février et la première plainte a été posée par la mannequin suédoise Ebba Karlsson en février et il était, selon nos informations, sur le point d'être interpellé. La question qui se pose et que vous me posez, c'est est-ce que 5 mois c'est trop long? Moi j'hésite un petit peu, si vous voulez, je sais pas encore en fait, je vais pas polémiquer pour rien. Non, l'idée n'était pas du tout de créer de l'esprit de polémique, mais c'est vrai que sur le délai, on peut se dire que après notamment vos enquêtes, et on sait toujours que les enquêtes de votre journal ont quand même un retentissement singulier, on se dit tiens, c'est bizarre qu'il n'y ait même pas eu une convocation, une première confrontation ou quelque chose d'un peu plus concret. On a toujours l'impression, on va dire, que c'est un peu trop tard. Je veux pas faire de l'angélisme non plus, c'est-à-dire que j'allais finir ma phrase, donc je veux pas polémiquer pour rien, mais je veux pas faire de l'angélisme non plus. J'ai un petit peu de mal encore à ce stade à comprendre si c'est normal ou pas. Les sons de cloche sont vachement différents sur ce truc-là. Ça peut mettre, par exemple, comme je l'ai dit, Brunel, ça a mis 1 an et demi et ça n'a pas choqué grand monde à l'époque. Enfin, ça a choqué les victimes énormément parce qu'elles aimeraient bien que ça aille beaucoup plus vite. Mais malheureusement, il y a un process en fait et on pourrait vouloir que ça marche plus vite. Par exemple, il y a aussi un contexte qui est particulier, c'est que depuis la rouverture des dossiers demandés par le gouvernement dans l'affaire Liana, les parquets parisiens sont submergés complètement. Et aussi, on a pu entendre donc, effectivement qu'avec le retentissement de l'affaire Bruel, tous les signalements, ça avait aussi submergé certains des parquets parisiens, certaines des PJ parisiennes. Donc ça peut aussi être des facteurs qui expliquent, c'est-à-dire des services submergés. Et par exemple, sur l'affaire Brunel, c'était le groupe des mineurs de l'Office de la répression sur les victimes aux personnes qui avait travaillé là-dessus. Ils sont 15. Oui. Et ils ont plusieurs centaines de dossiers qui arrivent par jour. Et c'est des dossiers c'est eux qui s'occupent des viols sur nourrissons, par exemple, quoi, si on le dit clairement. Donc quand il y a une affaire Brunel ou Epstein qui arrive, quand bien même elle soit très très retentissante, c'est pas la priorité. On est aussi sur un problème plus global, plus général de manque de moyens. Donc c'est pour ça que j'essaie de pas aller trop loin dans dire que c'est la faute au service. C'est important d'être très nuancé sur ce type de sujet. Ouais, c'est ça, j'ai pas trop envie de remettre le couteau dans.
Sachant qu'il faut, il faut rappeler le cadre de l'enquête qui touchait Daniel Siad, parce que le parquet de Paris, hier, dans un communiqué, a rappelé que l'enquête 4 qui avait été ouverte, comme vous venez le rappeler, le 18 février 2026, pour des chefs de traite des êtres humains en bande organisée et association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, en rappelant bien sûr que l'enquête se poursuit. Enfin, je veux dire, ce ne sont pas des chefs d'accusation totalement anodins. Ah non, si vous voulez, la traite d'êtres humains, c'est le fait le plus grave en droit français avec le terrorisme. C'est plus grave que viol et meurtre. Donc, et à raison, hein, par ailleurs. Donc c'est en fait, traite d'êtres humains en bande organisée, c'est simple. Hein. On a les mails de Jeffrey Epstein qui passe commande à Daniel Siad qui s'exécute, qui présente des catalogues de jeunes femmes qu'il a trouvées dans les rues de toute l'Europe et qui lui demande de choisir. Alors, ce qui manquait effectivement pour être un tout petit peu juste, il manquait le caractère directement, disons, pour Epstein de cette histoire-là. Donc c'est pour ça que Daniel Siad pouvait toujours dire je ne savais pas ce qui arrivait aux jeunes femmes derrière. C'est vrai qu'il n'y a jamais eu un mail de Siad qui dit voilà, pour tes besoins sexuels, une jeune femme, machin. Je ne pense pas que ce soit comme ça que ça fonctionne par ailleurs. Donc c'est pour ça que M. Siad se défendait en disant qu'il ne savait pas ce qui arrivait aux jeunes femmes derrière. Mais nous, ce qu'on sait dans notre enquête, c'est que en fait, ces jeunes femmes, on leur faisait plein de promesses différentes et c'était pas tout au mannequinat. Non, et notamment, c'était des promesses parfois de postes de secrétariat, de suivi d'argent, de payer des allers-retours de tel et tel endroit. C'est-à-dire, c'est vraiment presque un assistanat pour la vie par moment. Il jouait, en fait, Siad jouait un petit peu l'homme qui repérait les besoins et les demandes de ces jeunes femmes et qui dépeignait Epstein comme celui qui pourrait y pourvoir. Et c'est vrai que et changer leur vie d'une certaine manière, si on essaye de la jouer simple, c'est ça. Là, par exemple, on a une jeune femme qui a passé à peu près 6 ans dans le giron d'Epstein en tout, qui elle voulait travailler dans la finance et Siad l'a repéré dans la rue sur le pont de l'Alma à Paris. Et il lui a dit mais il possède Wall Street, ce monsieur, je te le présente, tu verras, ta carrière dans la finance va décoller. Et il n'y a pas eu de carrière dans la finance. Il y a eu 6 ans à servir de ce qu'elle-même décrit comme esclave sexuel à Epstein. Et donc on comprend par les mots et aussi la méthode que vous venez de décrire pendant ces premières longues minutes de notre entretien, Anthony Mansuy, la complexité en réalité du système Epstein et puis aussi la cruauté de ce système. On va continuer à en parler après quelques minutes de publicité, en rappelant que vous êtes journaliste à Society, auteur de cette grande enquête en 2 volets pour tous ceux qui s'apprêtent à partir en vacances éventuellement et que vous passez devant un lieu adéquat. Profitez-en pour acheter cette enquête. Auteur de Epstein, la grande enquête justement de Society, et c'est avec votre consoeur Emmanuel Andréani. On va s'interroger aussi parce que le système Epstein, il n'y a pas qu'à Paris qu'il évoluait. Il y a de plus en plus d'interrogations sur certaines demeures, notamment dans le sud de la France. Et puis on va revenir sur ces théories qui estiment que quand même, après le suicide de Jeffrey Epstein, après la mort de Jean-Luc Brunel, on peut peut-être s'interroger aussi sur Daniel Siad. Est-ce que tout ce qu'on pourrait appeler un peu rapidement ces théories du complot, est-ce qu'elles s'entendent, est-ce qu'elles sont totalement hallucinantes? On y reviendra parce que cette affaire nourrit aussi beaucoup de fantasmes. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. Suite de notre grande discussion, de notre conversation avec un scandale qui a éclaté il y a quelques mois maintenant avec des fichiers laissés libres sur Internet, les fameux Epstein Files, et on en parle ce matin parce que hier, un homme clé de ce système Epstein qui a eu des retentissements même jusqu'ici en France, à Paris et ailleurs, Daniel Siad, un homme de 69 ans qui, comme on vient de le décrire, était un élément clé de ce système, est décédé hier soir, enfin c'était lundi soir, pardonnez-moi. L'enquête qui, pour des motifs qui sont quand même plus qu'affolants, traite des êtres humains en bande organisée et association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime. Le parquet de Paris a tenu à rappeler que toujours cette enquête se poursuivait toujours et que le but était bien sûr de faire toute la lumière sur cette affaire. On en parle avec Anthony Mansuy, qui est journaliste à Society, auteur de Epstein, la grande enquête de Society. Ça, c'est pour si on veut l'acheter dans la version un peu plus traditionnelle, dans sa version journal, mais il y a aussi le livre Epstein, ce que vous n'avez jamais lu, et on peut le trouver selon la formule consacrée dans toutes les bonnes librairies. Anthony, on vient d'évoquer toute une partie quand même de ce système en rappelant le scandale, en rappelant quelles étaient les mécaniques de ce scandale Epstein. C'est vrai que beaucoup s'interrogent sur la dimension presque complotiste avec ces morts. Jeffrey Epstein, on l'a retrouvé suicidé dans sa cellule. Jean-Luc Brunel, lui aussi, est décédé. On voit Daniel Siad qui, quand on lit les quelques papiers sur lui, n'avait visiblement pas de raison de faire un arrêt cardiaque. Je mets évidemment tout ça entre guillemets. Comment vous regardez, vous, tous ceux qui portent un regard si singulier sur cette affaire ?
En fait, j'ai un peu de... Si vous voulez, moi j'ai beaucoup travaillé aussi sur les théories du complot avant de m'intéresser à cet énorme complot qu'est l'affaire Epstein. J'ai une résistance aussi à peut-être parfois aller trop loin dans la mystification comme ça d'affaires telles quelles. Mais c'est vrai que là, ça pose question. C'est-à-dire que comment se fait-il qu'autant de gens disparaissent comme ça? Enfin, je trouve ça absolument naturel et normal d'avoir un léger soupçon et de se poser des questions. Après, il faut aussi rester, il faut savoir, je pense, raison garder, dans le sens où, par exemple, sur Epstein, une des grosses trouvailles de notre enquête, et c'est pas que notre enquête par ailleurs, hein, c'est qu'en réalité, et ceux qui liront comprendront en fait en réalité comment on en arrive à cette conclusion-là, c'est que le trafic d'Epstein était quasi exclusivement pour Epstein. Que cette liste de gens puissants qui auraient profité des services sexuels, sexuels d'Epstein, il y en a eu, parce qu'il y a des témoignages qui le montrent, principalement le prince Andrew par exemple, l'ex-prince Andrew maintenant on peut dire, mais il y a des preuves sur d'autres hommes qui auraient profité de ces services-là, sont extrêmement minces. Et c'est pas moi qui le dis comme ça parce que ça m'amuse, c'est qu'en fait l'avocat principal des victimes aux États-Unis, qui représente plus de 200 victimes, le dit lui-même qu'en réalité il y a quasiment aucune de ces plaignantes, de ces clientes, qui dit qu'elle a été trafiquée vers d'autres hommes. Une fois qu'on a dit ça, ça veut dire que cette liste de clients d'Epstein n'est peut-être pas si étoffée que ça, et que du coup des raisons de l'assassiner ou des raisons que des gens disparaissent mystérieusement ne sont pas forcément si importantes que ça. Parce que, encore une fois, hein, ce qu'on décrit dans le papier, et ce qui vient de dizaines de témoignages de jeunes femmes, qui vient de témoignages d'anciens proches d'Epstein, qui vient de témoignages aussi qui vont aussi de dossiers qu'on a réussi à obtenir, au-delà des Epstein Files, ça montre 3 ou 4 femmes acheminées par jour chez Epstein. C'était vraiment pour cette espèce de déviance qu'il avait besoin de faire du mal aux femmes et d'agresser des femmes. Une fois qu'on a dit ça, les théories du complot sont peut-être tiennent un petit peu moins debout. Ça ne peut pas forcément dire qu'il n'y a pas d'autres, qu'on sait tout, parce qu'on ne sait probablement pas tout, et ce qu'on ne sait pas peut-être a généré des morts suspectes, mais ça on ne le sait pas. Et nous, malheureusement ou heureusement, on est journalistes et on est obligé de travailler sur les faits. On peut avoir des soupçons, des suppositions qui vont nous aider à enquêter, pour aller essayer de découvrir ce qui s'est passé, mais en l'occurrence, là par exemple la mort de Daniel Siad, quelqu'un qui meurt à 69 ans d'un arrêt cardiaque, c'est pas non plus la chose la plus improbable du monde. Alors, une autopsie, généralement, ça va vite dans ces cas-là, donc il se peut qu'on sache prochainement. Mais bon, si vous voulez, il y aura une autopsie, un rapport d'autopsie, des articles, et puis des gens peuvent dire « Ah oui, mais c'est suspect, c'était par tel endroit, bon, regardez, le professeur, il est pas clair. » Voilà, il y aura les gens qui auront envie de fantasmer, ils fantasmeront. Et dans une affaire comme celle d'Epstein, qui touche en fait à ce qu'on a de plus précieux, à ce qu'il y a de plus fragile, c'est-à-dire l'enfance, forcément, ça génère beaucoup d'affect et qui génère beaucoup de colère, beaucoup de fantasmes. Et c'est pas que c'est malsain, c'est qu'en réalité, je pense qu'il faut raison garder. Et pour finir là-dessus, nous qui avons eu accès à beaucoup de victimes, qui avaient notamment jamais parlé avant pour cette enquête, la principale chose qu'elles nous ont dit au moment de commencer à nous parler, c'était les théories du complot sur cette histoire-là. On n'y croit pas, nous, parce qu'en fait, les femmes... elles ont été au cœur de la machine, elles voyaient comment ça se passait au quotidien. Voilà. Elles nous ont dit que c'était Epstein, c'était Jeffrey qui avait besoin en permanence, c'était pas des trafics vers d'autres hommes. Donc ces femmes-là, quand elles commençaient à parler, elles disaient, moi, j'avais du mal à parler, j'avais du mal à m'exprimer, parce qu'en fait, je voulais pas dire quelque chose qui était inaudible, qu'on n'allait pas m'écouter. Et nous, quand on a commencé à comprendre ça, ce truc-là, c'était plus facile de leur parler parce qu'on leur disait, écoutez, nous, on a un peu compris comment ça fonctionnait. Et voilà, donc c'est pour ça qu'il faut faire attention aussi sur ces suppositions-là, parce que, en fait, pour faire parler les victimes, c'est plus compliqué à la fin et faire ressortir la vérité en réalité. Ça, c'est très juste. Anthony Mansuy, vous êtes journaliste à Society, vous êtes l'auteur de cette grande enquête qu'on avait retrouvée en 2 volets à la une de votre journal, mais aussi de ce livre, Epstein, ce que vous n'avez jamais lu, dans votre description avec ce rapport, bien sûr, à de nombreuses femmes qui ont été, comme l'une des victimes que vous citiez au début de notre entretien, considérées pendant des années comme des esclaves sexuels, avec vraiment presque un roulement de jeunes femmes qui est absolument hallucinant. Comment regarder tous ceux qui disent, qui ont écrit des livres, qui en parlent sur certains plateaux télé, sur certaines chaînes de télévision, comme étant aussi un
un réseau au service d'une élite mondialisée. C'est-à-dire qu'on se souvient en France de ce fameux diplomate, ancien diplomate du Quai d'Orsay qui avait aidé, on va dire, Jeffrey Epstein à avoir quelques documents. On se rappelle, vous parliez du prince Andrew. Comment essayer de sortir de cette focale-là qui est que Epstein, c'est quand même un gros complot avec que les élites qui pendant des années se sont protégées avec de l'argent, du sexe et du pouvoir. Mais en fait, je crois que... Alors, si on enlève le sexe dans cette histoire-là, hein, si on enlève Epstein comme macro de luxe de tous les riches et puissants du monde entier, c'est le fonctionnement classique du pouvoir et du système dans le monde, je pense. Enfin, à partir du moment où on a la libre circulation des biens et des personnes, qu'on a Internet, et qu'on a des gens qui sont au pouvoir et qui ont envie d'y rester, quoi de mieux que de se servir d'autres personnes au pouvoir pour y rester ou pour accroître ses privilèges, je suis désolé, ça me semble parfaitement normal comme manière de fonctionner, de se filer des coups de main, de créer des petites, comme avec le cas de Jack Lang et sa fille Caroline, de créer un compte offshore pour utiliser sa position de choix dans les institutions d'art, en utilisant un financier qui a des avocats, qui peut créer des fonds offshore dans des îles Vierges, pour faire fructifier tous ces petits investissements, ça me semble extrêmement banal en réalité. Oui, c'est ça. Oui, bien sûr. En fait, moi, ça me paraît, en tant que journaliste et en tant que citoyen, que je dis clairement, scandaleux. J'aimerais bien que ça ne fonctionne pas comme ça, mais il y a ici, rien de nouveau sous le soleil. Et à partir du moment, comme je l'ai fait il y a 5 minutes, où on enlève la dimension sexuelle de cette histoire-là... Ce sont que des services rendus entre personnes puissantes. Voilà. En fait, si on enlève la dimension sexuelle, qui, à mon sens, a largement été surestimée sur le côté trafic vers l'extérieur, sur le trafic vers Epstein, c'était largement sous-estimé. En fait, c'est une affaire de violence sexuelle et sexiste avant tout, en réalité, hein, l'affaire Epstein, d'Epstein vers des centaines de jeunes femmes. Pas de trafic pédocriminel organisé vers les élites du monde entier. Ça a existé, c'est arrivé, mais c'était largement minoritaire. Du coup, une fois qu'on a ces composantes-là, c'est le fonctionnement normal d'un système un peu pourri, quoi. Anthony Mansuy, vous qui êtes journaliste à Society, vous connaissez quasiment par cœur les recoins de l'affaire Epstein. Je rappelle les enquêtes en 2 volets de votre journal Epstein, la grande enquête de Society, et le livre Epstein, ce que vous n'avez jamais lu. Je pense à tous ceux qui nous écoutent, qui ont entendu l'existence d'un appartement avenue Hoche, certaines maisons dans le sud, des victimes aussi, beaucoup en France, avec toutes celles bien sûr que vous avez interrogées. Qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines semaines? C'est-à-dire après la mort de Jeffrey Epstein lui-même, du français Jean-Luc Brunel qui était considéré comme le rabatteur, de Daniel Siad qui est décédé lundi soir. À quoi on peut s'attendre encore dans les prochaines semaines? Quelles sont les étapes de la justice et même pour les victimes? Là, c'est en fait, hier matin, si vous voulez, quand on a appris la mort de Daniel Siad, en fait, moi j'étais complètement choqué parce que et d'ailleurs moi on s'en fout un petit peu, c'était surtout les victimes parce qu'on est toujours en contact avec elles et j'imagine. 2 victimes de Daniel Siad qui m'ont appelé et aussi 2 victimes de Brunel qui m'ont appelé parce que en fait ce à quoi on s'attendait c'était de Daniel Siad comme étant victime présumée. Et voilà, présumée sur Brunel et Siad. En fait, les victimes de Brunel aussi s'attendaient au procès Siad comme une manière d'avoir justice pour elles aussi. C'est-à-dire que... Et des réponses à toutes leurs questions, ou une reconnaissance de leur statut de victime. Voilà. C'était un petit peu, si vous voulez, le dernier avenue pour avoir justice pour toutes les victimes de cette histoire. Et c'est ce qu'on a tous, les gens qui sont plus ou moins proches ou concernés par cette histoire-là, ressenti tout de suite. C'est-à-dire que là, il n'y a plus personne pour le volet français de l'affaire qui peut être inquiété. Et ça donne un peu le tournis. C'est comme ça qu'on s'attendait à finir l'été, parce que ce qu'on savait depuis quelques semaines maintenant, c'est qu'il était sur le point d'être interpellé. Et du coup, moi, je pensais avoir énormément de coups de fil à ce moment-là. Je pensais pas avoir énormément de coups de fil pour la mort de Daniel Siad. Et ouais, du coup, là, en fait, on est encore en train les victimes sont encore en train d'essayer de process tout ça, quoi. Donc, c'est des messages, c'est des groupes de soutien, voilà, parce que là maintenant il va falloir faire le deuil de la justice, quoi. Et la justice de son côté va essayer, j'imagine aussi, de poursuivre ses enquêtes avec certes des interlocuteurs en moins et des éléments qu'elle va essayer de continuer à examiner pour, j'imagine, apporter à un moment ou à un autre des réponses qui puissent être satisfaisantes. Merci beaucoup Anthony Mansuy. Oui. On a enquêté pendant 8 mois sur Daniel Siad. On a commencé dès septembre dernier.
Et il nous est pas apparu très intéressant, notamment parce qu'il montrait aussi l'industrie du mannequinat, mais il est aussi apparu qu'il avait d'autres clients que Jeffrey Epstein. Donc voilà, on est en train de Donc c'est finir peut-être en l'émission. fait une toile d'araignée qu'on n'a pas fini de tisser. Voilà, et donc on est encore en train d'enquêter sur ce réseau-là, mais c'est le début, quoi. Bon, c'est que le début, je ne sais pas si c'est rassurant, mais merci beaucoup Anthony Mansu d'avoir été avec nous ce midi, journaliste à Society, auteur de Epstein, la grande enquête de Society. C'est en 2 volets à la une de votre journal et on peut aussi l'acheter en petit bouquin. C'est Epstein, ce que vous n'avez jamais lu. Merci beaucoup de nous avoir éclairé dans ce contexte très singulier après la mort de cet homme, Daniel Siad, qui avait été au cœur des Epstein Files, qui avait été révélé en début d'année, 69 ans, mort lundi soir. Et comme vous venez de le dire, c'est forcément un peu une part de la vérité qui à nouveau s'en va après la mort de Jeffrey Epstein lui-même et la mort également de Jean-Luc Brunel. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.